Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous du 20h. Voici les titres. La tournée économique du chef de l'État, le président Macky Sall, est en ce moment même à Saint-Louis, où il va procéder à l'inauguration d'importants ouvrages. Le chef d'État, donc, qui a eu un accueil chaleureux, le coup double du Sénégal à la CAN U20 en Zambie. Les Lionceaux ont battu le Cameroun 2-0. Ils se qualifient pour les demi-finales de la compétition, obtiennent leur ticket pour la Coupe du Monde prévue en Corée. La belle moisson du Sénégal au FESPACO, nos cinéastes ont raflé 6 prix en tout au plus grand rendez-vous africain du cinéma et de la télévision. Parmi ces récompenses, l'étalon d'or remporté par Alain Gomis pour son film Félicité. La rubrique découverte sur la grotte de Mont-Roland et la colline qui abrite le sanctuaire marial. Le prétexte, la célébration ce dimanche du pèlerinage diocésain de Mont-Roland. C'est le plus important après celui de Poponguil. Le ministre Seydou Gueye était ce dimanche l'invité de l'émission Point de vue. Et selon le porte-parole du gouvernement, la tournée économique est un mode de gouvernance fait de proximité, un moment de contact entre le président Macky Sall et les populations qui contribuent de façon significative au développement de notre pays. Nous l'écoutons. Le président Macky Sall a inauguré, dès son arrivée, un cycle de proximité à travers les conseils délocalisés. Qui ont permis au Sénégal d'avoir au moins un acquis fondamental, une sorte de programmation, un cadre référentiel des priorités de développement par région. Et ceci est venu donner corps, en plus, au-delà de la communalisation intégrale, est venu donner corps à l'acte 3 de la décentralisation. Donc ce mode de gouvernance fait de proximité, fait de préoccupation des citoyens auxquels il faut apporter des réponses urgentes, justifie amplement le fait de ces tournées, puisque ce sont des moments de contact pour s'enquérir véritablement des situations et des points de progrès à travailler, mais c'est également une opportunité pour encourager tous ces anonymes qui contribuent à nous nourrir, c'est pour encourager tous ces Sénégalais qui ne voient pas la télévision, mais qui ont un rôle éminent dans le développement de notre pays. Voilà, c'était le ministre Thierno, le ministre Seydou Gueye, autant pour moi, qui était donc l'invité de l'émission Point de vue ce dimanche. Fin ce samedi à Saly, des journées d'échange entre le ministre de la formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'artisanat et les chefs d'établissement public de la formation professionnelle et technique. Cette rencontre de 2 jours a permis aux acteurs de répertorier les difficultés et de proposer des solutions pour des formations plus abouties au Sénégal. Thierno Diallo. Réunie durant 48 heures, la famille administrative en charge de la formation professionnelle et technique a échangé sur les acquis et les freins liés à la gouvernance et à la gestion du secteur. Ces échanges ont pour ambition d'impulser un système de formation professionnelle et technique efficace, efficient et accessible à tous. Pour atteindre ces objectifs, vous avez engagé des débats fructueux autour d'un diagnostic préalablement établi. Premièrement, le pilotage et la gestion administrative des structures de la formation professionnelle. Deuxièmement, le financement de nos établissements de la formation professionnelle. Troisièmement, les curricula de formation et l'organisation de toutes nos certifications. Et enfin, l'appui à l'insertion des formés et le développement du partenariat. Le ministre de la formation professionnelle a aussi rencontré les inspecteurs d'académie. Ces derniers ont exprimé leurs difficultés sur le terrain et ont promis de s'impliquer davantage dans la formation professionnelle technique. On nous a fixé des objectifs extrêmement importants. Vous savez qu'après le cycle fondamental, nous visons à l'horizon 2025 30% de ces sortants qu'ils soient maintenant orientés à la formation professionnelle et technique. Aujourd'hui, il y a des options politiques fortes. Et le ministre a rassemblé les inspecteurs d'académie pour décliner la vision, la partager et s'engager à une bonne appropriation de cette politique pour faciliter la mise en œuvre. Pour 2017, le déficit en formateurs sera qu'un vieux souvenir. Dire que cette année, on est en train également de recruter plus de 130 formateurs nouveaux et qu'on va orienter vers les matières sciences et techniques. À l'issue des échanges fructueux, le ministre de la formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'artisanat
a promis de faire de ses contributions un traitement approprié dans la mise en place de la nouvelle politique de formation professionnelle et technique. La journée africaine de l'alimentation scolaire a été célébrée jeudi. C'était à Makayop dans le département de Koungheul. Le thème choisi, pérenniser les cantines scolaires à travers le renforcement de la production locale, un investissement sûr pour promouvoir l'éducation des enfants et l'emploi des jeunes. C'est un reportage signé Massamba Thian. D'abord l'exécution de l'hymne national pour marquer la solennité de l'événement, puis cette prestation théâtrale des élèves de Makayop qui présente bien l'option des bons d'achat. Une expérience qui semble susciter un engouement total chez les commerçants. Cette approche s'inscrit en droite ligne de la politique du gouvernement du Sénégal pour promouvoir les productions agricoles locales. Elle offre en même temps aux jeunes et aux femmes de la localité des chances de s'insérer dans l'économie locale grâce à l'utilisation de la modalité bon d'achat alimentaire par les écoles. Les programmes d'alimentation scolaire liés à la production agricole favorisent le développement de l'agriculture locale car ils représentent une demande stable et prévisible des vivres permettant la création des marchés de produits agricoles profitables aux petits exploitants et favorisant un développement économique local durable. Au niveau de cette cantine, on a une mise en cohérence de la vision du chef de l'État, le président Macky Sall, pour le développement. Parce que nous avons développé ici le concept de bon d'achat qui permet à l'école de recevoir des bons du programme alimentaire mondial et de convertir ces bons en denrées locales, notamment par le riz local, auprès de commerçants de la localité, ce qui accroît l'économie de la localité. À Makayop et dans les villages environnants, la cantine scolaire a enrôlé plus de 300 élèves. Les repas distribués à l'école ont considérablement amélioré les conditions d'enseignement-apprentissage et ont soulagé les parents d'élèves. On vient à l'heure, on descend à 1h et on prend le repas. Vraiment, la cantine est très importante pour nous. Depuis que la cantine est là, nous avons de beaux résultats. Ça nous a permis de pouvoir garder les enfants ici, de faire des cours les lundis soirs, mercredi soir et vendredi soir. L'année dernière, en classe de CM2, on a eu, je pense, 98% de réussite. baax na ci borom kër yi torop ndax tey boo waroon a sóor ñetti kilo ca kër ga bu ñëwee fii pour togg benn kilo ngay sóor buñ añee fii ba suur buñ demee kër ga soxlaatuñ lekk. Le gouvernement du Sénégal, en partenariat avec le programme alimentaire mondial PAM, sert 2 déjeuners et 3 petits déjeuners hebdomadaires durant l'année scolaire à plus de 210 000 élèves répartis dans 200 établissements scolaires. Cela garantit aux bénéficiaires l'accès à un repas nutritif et équilibré avec des produits locaux et le renforcement des compétences et des bonnes pratiques en matière de nutrition, de santé et d'hygiène. Massamba Thian, parlons de lui, un sens important pour bien se situer dans son environnement. Malheureusement, de nombreuses personnes souffrent d'une déficience auditive. Certaines d'entre elles présentent une surdité profonde avec de graves conséquences sur le langage. Et dans de tels cas, seule la pose d'implants permet de surmonter le handicap. L'hôpital de Fann offre aujourd'hui la possibilité de subir l'opération au Sénégal. Et c'est grâce à un partenariat avec une firme internationale. Omar Diaw. Le service ORL du Centre national hospitalier universitaire de Fann s'attaque à fond aux surdités profondes par la pose d'implants cochléaires. Jusqu'à une date très récente, une telle opération exigeait l'évacuation vers d'autres pays. Il est parfaitement possible d'éviter des évacuations sanitaires coûteuses. Il est possible, effectivement, sur le sol national, de faire ce genre d'intervention avec des équipements minimes. Peut-être qu'il faut améliorer. Poser un implant auditif dans l'oreille interne nécessite une grande dextérité chirurgicale. Ce projet d'implant est possible grâce à un partenaire leader dans la fabrication d'accessoires auditifs. C'est un projet qui est soutenu par la société Medel, mais c'est un projet sénégalais pour la population sénégalaise et surtout pour les patients qui souffrent de surdité. Les surdités profondes sont généralement congénitales. Elles peuvent aussi être acquises tardivement à la suite d'infections de la sphère ORL. Dans tous les cas, il faut vite faire, si possible, l'intervention. Autrement, c'est le langage même qui est compromis. Celui qui n'entend pas, au bout d'un certain moment, ne pourra pas parler.
Le mieux, c'est de pouvoir réaliser ces implantations le plus tôt possible. Dans les pays développés, on peut déjà implanter à l'âge de 6 mois. L'ensemble se compose d'un processeur audio accroché au pavillon de l'oreille, d'un émetteur à placer sous la peau et d'une électrode qui va exciter la cochlée. Cet implant va permettre de stimuler, avec des stimulations électriques, la cochlée. L'audition, c'est une stimulation d'une partie du cerveau. Quelques patients ont ainsi pu bénéficier d'une intervention d'un spécialiste sénégalais maîtrisant son art. Monsieur Tal a implanté déjà 2 patients hier et 1 aujourd'hui et j'ai pu le suivre, regarder, donner quelques petits conseils techniques. Je n'ai aucun doute pour la réussite de ce programme. L'expertise est là, mais les intrants coûtent cher. Pour rendre l'opération plus accessible, il est essentiel d'avoir des appuis. Que l'État puisse s'impliquer davantage, voilà, et toutes les bonnes volontés. Nous avons contacté plusieurs autorités, en particulier les autorités de santé publique. Nous avons eu à faire des démarches avec des sociétés, les assurances. Pendant très longtemps, les sourds profonds étaient plongés dans un univers de lourd silence. Aujourd'hui, l'espoir de recouvrer l'ouïe perdu ou d'entendre pour la première fois est permis. Mais il faudra une conjugaison d'initiatives et d'efforts pour faire grand bien et grand bruit au creux d'oreilles dures. Le ministre de la Culture et de la Communication poursuit ses visites des sites et monuments historiques en phase de réhabilitation. Mbagnick Ndiaye s'est ainsi rendu à Djilor et à Joal pour constater les travaux de restauration des maisons natales du président Senghor. À cette occasion, il a exprimé sa satisfaction sur le bon déroulement des travaux. C'est un récit de Dahaba. Le ministre de la Culture sur les sites du royaume d'enfance du défunt poète président Léopold Sédar Senghor. D'abord, à côté de la mer, l'une de ses maisons natales, sise à Djilor. Devenu musée, l'État est en train de réhabiliter le site et les travaux sont à un niveau d'exécution satisfaisant. Nous avons été très surpris de tout ce qui s'est fait et ce qui s'est fait en bien. Ça suppose que la maison va être tapée à neuf. L'entreprise a promis de terminer les travaux avant la fin du mois de mars. Nous attendons ce rendez-vous puisque nous souhaitons déjà dès le mois d'avril avoir quelques activités culturelles. Autre endroit, autre maison familiale de Senghor, c'est à Joal, le même scénario. Aux travaux de restauration s'ajoutent d'autres aménagements. Nous souhaitons que cette maison paternelle soit traitée comme un bijou pour nous les Sénégalais. Ensuite, en tant que maire, bien sûr, nous avons la chance d'avoir la maison paternelle de Senghor dans notre commune. C'est pour nous un symbole. Et en prendre soin est pour nous un premier devoir. Nous n'en avions pas eu la possibilité financière. Nous sommes satisfaits et reconnaissants à l'État d'avoir entrepris cette réflexion, aussi bien à Joal qu'à Djilor. Le ministre de la Culture, avant de quitter la zone, s'est rendu à Fayal, où se trouve le plus vieux baobab de l'Afrique de l'Ouest. L'arbre ne laisse pas indifférents les touristes. Cette initiative est née de la célébration du 14e anniversaire du décès du président Léopold Sédar Senghor, le 20 décembre 2015. À l'occasion de cette célébration, M. le ministre est passé ici, a visité le baobab et avait promis d'intervenir. Aujourd'hui, on voit que cette promesse a été tenue. Au-delà même de toute espérance, parce qu'on ne pensait pas que vraiment l'investissement serait, disons, aussi important que cela. L'un dans l'autre, le chef de l'État a raison de dire que nous devons réfectionner et conserver notre patrimoine historique classé. Je crois que c'est des symboles de la vie du pays, de la vie du Sénégal. Et je crois qu'il faut que nous les conservions, il faut que nous les mettions à neuf pour que véritablement ça puisse être visité à la fois par les jeunes, mais les touristes, mais également par la population sénégalaise. Les populations de Joal ont toutes apprécié ces travaux de réhabilitation des sites et monuments historiques de Joal. Le ministre de la Culture a également promis à ces dernières la livraison des travaux dans les meilleurs délais.
La belle moisson du Sénégal à la 25e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou. Le Sénégal glane en tout 6 prix, dont l'étalon d'or attribué à Alain Gomis pour son film Félicité. C'est son 2e étalon d'or. Le premier prix en documentaire est allé à Ousmane William Mbaye et le premier prix en série télé à Lahadouane, envoyés spéciaux à Ouagadougou, Oumindour et El Haj Malikia. En remportant 6 prix, les représentants du Sénégal ont survolé la cérémonie de clôture de la 25e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, avec comme point d'orgue un 2e étalon d'or de Yenenga pour Alain Gomis. Le film, il nous a fait atteindre dans la salle le stade que Spinoza appellerait le stade de la félicité. Félicité ou l'histoire touchante d'une chanteuse de cabaret à Kinshasa qui doit trouver de l'argent en urgence pour les soins de son fils victime d'un accident. Ce prix, je voulais le dédicacer à la jeunesse, aux jeunes réalisateurs et aux jeunes réalisatrices. Je voudrais que ce soit un signe pour qu'ils croient en eux. En section série, Abdullah Hadouane a convaincu le jury. Pour son casting efficace et son écriture dynamique, le prix de la meilleure série est décerné à Tundu Wundu. C'est une reconnaissance parce qu'on avait pris une option qui n'était pas facile. Les gens ne nous ont pas soutenus, les gens ne nous ont pas suivis. À part A+, comme je le répète encore une fois. Donc c'était un challenge et ça fait excessivement plaisir de sortir avec le premier prix, c'est génial. Ousmane William Mbaye du Sénégal. Après avoir décroché le 3e prix documentaire en 2013, Ousmane William Mbaye est sacré cette fois-ci avec Kemtiou Cheikh Anta. Ce qui m'a le plus plu avec Kemtiou Cheikh Anta, c'est que ce n'est pas le travail de la mémoire, c'est que Cheikh Anta est reconnu. Ce n'est pas Ousmane William Mbaye, c'est l'intérêt. Et les gens subitement se sont dit quand même, il y a quelque chose sur le personnage Cheikh Anta qui peut intéresser la jeunesse. William Mbaye repart également avec le prix UE-ACP pour la promotion du film en Europe, tout comme Alain Gomis qui décroche au passage le prix du meilleur son. Et pour le réalisateur de Félicité, le combat pour un meilleur cinéma sénégalais ne fait que démarrer. Il ne s'agit pas seulement d'accumuler les médailles. Je suis très content si on arrive à le transformer en quelque chose d'efficace qui participe à la construction de quelque chose à long terme. Et pas seulement d'être content et d'aller pavaner avec ça. Non, c'est des outils. Je prends ça vraiment comme un outil, comme un encouragement pour continuer à avancer. Mais pour avancer dans le cinéma, il faut des fonds et le producteur de Félicité, Oumar Sall, a lancé devant les présidents burkinabés et ivoiriens un appel militant dans ce sens. L'Afrique doit financer son cinéma. Excellence, monsieur le président de la République. Avec ce 2e étalon d'or de Yenenga, Alain Gomis égalise ainsi le record du Malien Souleymane Cissé. Il était jusque-là le seul réalisateur à avoir obtenu 2 étalons d'or avec Bara en 1979 et Finier en 1983, un record donc vieux de 34 ans. Le président de la République salue les performances des cinéastes sénégalais, notamment Alain Gomis. Il lui a adressé ses chaleureuses félicitations. Le chef de l'État qui félicite également les autres lauréats sénégalais à cette 25e édition du Festival du cinéma et de la télévision panafricaine. Les acteurs de la diaspora s'intéressent à l'agriculture. Ils se félicitent de l'accompagnement du ministère de tutelle venu échanger à l'occasion de la journée dédiée au Sénégal au Salon international de l'agriculture. Ils ont eu à échanger avec les autorités Hamid Diop. La diaspora sénégalaise a répondu à l'appel du ministère de l'Agriculture et de l'équipement rural à l'occasion de la journée du Sénégal. Certains parmi ces Sénégalais sont conscients de l'importance de l'autosuffisance alimentaire, autosuffisance qui est sur la bonne voie grâce aux nombreux efforts du gouvernement. suñu doom yi tey tukki ñun dañu ne tukki bi ñu tukki woon nañu dellu si fekkaan ñu liggéey waaye suñu doom yi duñu tukki
À Paris, les échanges ont permis au ministre d'échanger directement avec les acteurs. Le ministre a donné instruction pour que cet entrepreneur qui essaie d'exporter le bissap soit accompagné, comme Alima Diwan, qui propose que les immigrés retournent vers l'agriculture. Elle a déjà commencé à cultiver au village après l'accompagnement du gouvernement du Sénégal. Cette journée avec comme thème l'agriculture, une préoccupation pour l'Afrique, une priorité pour le Sénégal a permis aux membres de la diaspora de voir les avantages qui existent aujourd'hui dans le domaine de l'agriculture. L'actualité internationale sous forme de brèves illustrées, elle nous conduit en France et en Somalie. Nous ouvrons par le Niger qui a accueilli les ambassadeurs du Conseil de sécurité de l'ONU en visite dans les 4 pays riverains du lac Tchad. Céline Lufal. En Somalie, plus de 100 personnes sont mortes dans le sud du pays ces derniers jours des conséquences de la sécheresse. L'Organisation mondiale de la santé, OMS, estime que la moitié de la population a besoin d'une aide humanitaire d'urgence. La sécheresse a conduit à une propagation des diarrhées aiguës, du choléra et de la rougeole. La Somalie a décrété catastrophe nationale, la grave sécheresse qui ravage le pays et qui menace environ 3 millions de personnes. Les ambassadeurs du Conseil de sécurité de l'ONU poursuivent leur visite dans les pays riverains du lac Tchad, une mission qui vise à attirer l'attention sur la crise dans cette région où des centaines de milliers de réfugiés ont fui les djihadistes de Boko Haram. Au Niger, le président Mohamedou Issoufou a annoncé qu'une centaine de combattants nigériens de Boko Haram ont déposé les armes et se sont rendus aux autorités depuis décembre dans le sud-est du Niger. Place du Trocadéro, ce dimanche, des milliers de personnes étaient réunies pour soutenir le candidat de la droite François Fillon. Ce dernier a exprimé des excuses. Je vous dois des excuses, dont celle de devoir défendre mon honneur et celui de mon épouse, a-t-il déclaré. François Fillon a appelé ses électeurs à ne pas renoncer, fustigeant les défections dans son camp. Nous retrouvons l'actualité nationale avec le premier numéro des rencontres du quotidien LAS organisé vendredi à l'UCAD. D'éminents professeurs et chercheurs ont débattu sur les études critiques de l'œuvre de Cheikh Anta Diop. Cette nouvelle initiative du quotidien LAS a pour objectif de donner le temps au savoir. Damsila. Dans ce premier numéro des rencontres de l'AS, les débats et discussions ont porté sur les études critiques de l'œuvre du professeur Cheikh Anta Diop. Il persiste et signe que, effectivement, la civilisation égyptienne est antérieure à toutes les autres civilisations. Les faits, si on les examine de manière objective, donnent effectivement raison à Cheikh Anta. Parce que on verra que le premier calendrier a été inventé par les Égyptiens, le calendrier sidéral, comme Cheikh Anta l'appelle. Et ce calendrier remonte à 4241. C'est l'écriture de la langue égyptienne avec des caractères grecs. Ça, j'en profite pour dire aux étudiants que les Africains, Cheikh Anta l'a dit, ils sont guidés par l'utilité et l'efficience. Les Égyptiens ont inventé l'écriture. Je serais même beaucoup plus nuancé. L'écriture a commencé avant l'Égypte. Les panélistes ont aussi revisité la place de l'économie dans les œuvres du professeur Cheikh Anta Diop. L'importance qu'il accordait aux femmes dans ses écrits a été également passée en revue. On demande la parité. Qu'est-ce qu'on nous dit? Non, non, les femmes n'ont qu'à se battre pour avoir des places comme les hommes. Il dit non, il ne s'agit pas de se battre. Il s'agit de laisser une place aux femmes à côté des hommes. Et ça, il ne s'agit pas d'opposer les hommes aux femmes, mais de faire qu'ensemble, ils travaillent pour le pays. Donc déjà en 1960, voilà ce que dit Cheikh Anta. Il va dire par exemple que l'industrie textile doit être une spécialisation de l'Afrique de l'Ouest. Là, les industries agroalimentaires, les industries chimiques, les industries qui sont basées mais sur l'utilisation de l'énergie et des océans. Donc, quelque chose que l'on retrouve d'ailleurs jusqu'à présent avec des cimenteries. Et c'était très prémonitoire et c'était très fort comme sens de la prévision et intuition sur les schémas de spécialisation qui vont apparaître. Les rencontres de l'AS ou le temps du savoir est une nouvelle initiative du quotidien d'information LAS. Elle cible au premier rang
les étudiants. Nous sommes au quotidien, donc nous sommes les historiens du président, donc nous devons continuer à rester modernes, à agiter les grandes questions qui doivent intéresser la société sénégalaise, qui doivent intéresser les populations sénégalaises. Et comme je dis, c'est un nouveau produit, le quotidien en a fait, Intelligence Magazine fait quelque chose aussi, comme on dit, pour vivre la concurrence et que d'autres idées jaillissent. Les rencontres de l'AS ou le temps du savoir se tiennent désormais tous les 2 mois. Pour le 2e numéro, le thème choisi va porter sur le plan Sénégal émergent. Le Rassemblement pour le socialisme et la démocratie RSD-TDS a ouvert son congrès ce matin au CICES. L'objectif visé est de bâtir un Sénégal solidaire pour un retour aux valeurs. La cérémonie a réuni des leaders de la mouvance présidentielle et de l'opposition. Anaïs Nyanyamane. Un secrétaire général accueilli en grande pompe par ses partisans. Le parti de Robert Sagna, membre de la mouvance présidentielle Benno Bokk Yakaar, se dit prêt à donner un nouvel élan pour développer le pays. Tous les partis sont représentés, qu'ils soient de l'opposition, qu'ils soient de la mouvance présidentielle. C'est tout le Sénégal qui est là. C'est vraiment notre exception sénégalaise qu'il faut saluer. En dépit de nos différences idéologiques, nos désaccords, nous avons compris que la politique nous rassemble en nous opposant. En cette 10e année d'existence, le RSD-TDS prône le retour aux valeurs qui ont fondé la société sénégalaise. La politique suppose des affrontements réglés, des compromis dynamiques, un accord sur la façon de trancher les désaccords. L'exception sénégalaise, dirais-je, assurément. Dans une certaine mesure, ou à tout le moins, l'expression de la grande maturité démocratique et de l'ancrage des acteurs politiques dans des processus apaisés de dévolution des pouvoirs par la voie des urnes et non par la violence. Plusieurs responsables de partis politiques présents au Congrès ont tour à tour adressé des messages d'amitié à l'endroit de Robert Sagna. Je voudrais à cet égard, Monsieur le Président, magnifier le rôle historique de votre parti. Un parti jeune, un parti engagé pour le développement du Sénégal, au passé glorieux pour l'édification d'un Sénégal fort, prospère, juste et solidaire. En choisissant comme thème faire de nos valeurs le socle de notre développement, le RSD-TDS ou Taku Defarat Sénégal s'engage à œuvrer auprès du président Macky Sall pour un développement harmonieux du pays. Dans l'actualité politique toujours, Andou Nawlé Alternative Citoyenne célèbre ses 5 ans d'existence. Pour le président Abdou Fall, son mouvement restera toujours une force de proposition. Déjà au mois de mai, il organise un forum national sur la problématique de l'émergence. Tierno Amadoussi. Sur l'île de Ngor, une fête d'anniversaire dans la sobriété. Andou Nawlé Alternative Citoyenne s'est retiré ici pour marquer 5 ans d'existence, 5 ans de veille et de propositions pour le renforcement de notre démocratie. Nous avons l'intime conviction que le développement d'un pays, c'est certes avant tout l'affaire des dirigeants investir la confiance des citoyens par le suffrage universel, mais c'est tout autant l'affaire des peuples et des organisations populaires. Dans un tel contexte historique, nous considérons que notre rôle est de soutenir les efforts réels de transformation de notre économie et de notre société entrepris par les dirigeants actuels avec à leur tête le président Macky Sall. L'émergence du Sénégal, Andou Nawlé y réfléchit et y croit. Au mois de mai prochain, un forum national sera organisé sur la problématique. Le forum national de mai prochain portera sur le thème rôle et responsabilité du mouvement citoyen dans la promotion du Sénégal émergent, devoir citoyen, démocratie participative, développement durable. Nous invitons les organisations, experts et amis qui nous ont gratifiés de leur présence parmi nous aujourd'hui à s'associer étroitement à la préparation de cette activité éminemment citoyenne qui devra être un grand moment de mobilisation, de partage, d'appropriation et d'évaluation de ce programme phare, épine dorsale de notre projet national d'émergence et de développement.
Le mouvement citoyen pense au futur du Sénégal, mais aussi à celui de l'Afrique. Il prône une unité politique du continent. Le moment est arrivé pour les élites politiques et intellectuelles du continent, pour les organisations syndicales et de la société civile, pour les mouvements de jeunes et de femmes, pour les Sénégalais de l'extérieur, pour le secteur privé, de se mobiliser autour du débat sur l'unité politique de l'Afrique, gage de sa sécurité et de sa stabilité et condition de son développement. Pour Abdou Fall et les membres de Andou Naoulé, construire le Sénégal, c'est être une force de contribution et ils le sont. Les organismes génétiquement modifiés sont une préoccupation dans le monde de l'agriculture. S'ils peuvent constituer une opportunité, les OGM sont aussi redoutés à tort ou à raison. Des experts en biosécurité et en agriculture ainsi que des producteurs se prononcent sur la question entre dispositifs réglementaires et attentes des paysans. C'est un reportage signé Khadi Kamara. Cette plante fait partie de celles issues de la culture in vitro. La technique qui a pu générer cette plante entière est différente de celle qu'on utilise en faisant intervenir les OGM. En OGM, donc, c'est l'introduction d'un gène d'une espèce à une autre. Je vais prendre un gène chez le maïs, comme ça, et je vais essayer de l'introduire chez le riz. Donc, c'est ça qu'on appelle une introduction génétique. Donc, le gène qui m'intéresse ici, qui confère la tolérance, disons, à une maladie, chez le maïs, je vais essayer d'utiliser donc une construction qui provient du maïs et je vais essayer de l'introduire chez le riz. Donc il y a différentes techniques de biologie moléculaire qu'on utilise pour pouvoir faire cette introduction-là. La culture des OGM n'est pas autorisée au Sénégal. La loi est là, mais l'État veut s'entourer de toutes les garanties. Nous ne pouvons que nous réjouir de la déclaration du président de la République qui a un soubassement scientifique. Tenant compte de trois raisons. La loi date de 2009 et on a signé un protocole additionnel qui a été mis sur place en 2010. Alors, les dispositions n'étaient pas intégrées sur la loi. Et la seconde chose, c'était que la loi était contraignante, très contraignante. Et vous savez qu'une loi doit être d'intérêt général et impersonnel. Donc ça, c'est la deuxième raison. La troisième raison, c'était les initiatives au niveau de la sous-région, donc de l'UEMOA. On a une réglementation qui était en cours et on se devait de prendre tout ça en charge pour entamer la révision de la loi, mais sur les aspects techniques et à notre niveau. Autre préalable pour l'utilisation des OGM, le renouvellement de la semence chaque année, d'où la question du budget. Quand on manipule le génome des plantes, ces plantes ne peuvent pas, quand on les plante, redonner les mêmes plantes en termes de semences. Donc ça veut dire que ce paysan, il est un peu assujetti, éviter qu'il soit la proie des multinationales qui vont peut-être nous diriger là où on ne souhaite pas aller. Sur le terrain, ici à Noto, dans la région de Thiès, on a rencontré 2 producteurs pour leur avis sur l'utilisation des OGM. Je n'adopterai pas les OGM parce que tout simplement, c'est des organismes génétiquement modifiés. Et en tant que producteurs, nous devons travailler pour faire nourrir la population avec des produits sains. Les OGM sont une opportunité pour nous. Dès lors que la population augmente, l'agriculture doit suivre avec un appui aux paysans. Toutes les initiatives du président de la République en direction des agriculteurs sont salutaires. Les OGM au Sénégal, c'est une réalité, mais leur utilisation continue de faire débat. En sport, le coup double des Lionceaux à la CAN U20, le Sénégal se qualifie pour la deuxième fois d'affilée à la Coupe du Monde des moins de 20 ans. Les Lionceaux ont aussi obtenu leur ticket pour la demi-finale de la CAN U20 en Zambie après leur brillante victoire 2-0 ce dimanche devant le Cameroun, autre équipe qualifiée, l'Afrique du Sud, vainqueur du Soudan 3-1. Résumé de ces rencontres avec Thierno Diallo. Loin de leur base affective, les Lionceaux ont réussi à porter haut les couleurs du Sénégal et décrochent ainsi une place en demi-finale et une qualification à la Coupe du Monde de la catégorie. Face au Cameroun, les Koto Boys n'ont pas tremblé. Ils ont fait preuve de réalisme et d'efficacité. Dans le temps additionnel de la première période, le portier sénégalais lance Ibrahima Niane dans le dos de la défense camerounaise pour l'ouverture du score. Le contrôle et le but pour le Sénégal avec Niane qui, malgré cette balle freinée. Contrôle du droit, enchaînement du gauche.
C'est le deuxième but inscrit par Ibrahima Niane dans ce tournoi. Le Sénégal mène désormais 1-0 à la pause. De retour des vestiaires, le Sénégal va s'offrir une nouvelle fois le chemin des filets. Précédemment buteur Ibrahima Niane sert Crépin Diatta pour la balle du 2-0. Et le deuxième but pour le Sénégal avec cette équipe sénégalaise qui mène grâce à son stratège Crépin Diatta. Un but qui scelle le score du match. Avec cette victoire, les Koto Boys se qualifient en demi-finale de la CAN U20 et de la Coupe du Monde de la même catégorie. Le prochain adversaire du Sénégal en demi-finale, la Guinée-Conakry, deuxième de la poule A. L'autre qualifié de la poule B, l'Afrique du Sud. Elle a battu le Soudan sur le score de 3-1. Les Jamagitas de l'Afrique du Sud affrontent les Chipolopolo Junior de la Zambie en demi-finale, le pays organisateur de l'édition 2017. Chez nous, la 13e et dernière journée de la phase allée de la Ligue 1, le Casa Sport de Ziguinchor s'est imposé 1-0. C'était face au Rufisquois de Teungueth FC. Le club de Ziguinchor garde ainsi son invincibilité dans son fief. L'équipe rufisquoise qui a montré de belles choses a surtout pêché dans le dernier geste, nous dit Abdoulaye Ban. C'est sous une forte canicule que Rufisquois et Ziguinchorois se sont affrontés au stade Aline Sitoé Diatta. Dans ce début de match, c'est le Teungueth Football Club qui domine les débats avec de belles phases de jeu. Mais les Rufisquois vont se faire surprendre à la 28e minute sur cette action collective du Casa Sport. Richard Sagna trouve le chemin des filets. En général, ils pensent qu'on va frapper direct et moi je joue toujours en deuxième intention, je pique mes ballons. Je marque les buts chez moi à domicile, donc ça me fait beaucoup de bien mentalement et aussi ça va quoi, content. Avec son but, il permet au Casa de regagner les vestiaires avec une longueur d'avance. De retour des vestiaires, le Teungueth Football Club démarre la seconde période comme elle avait entamé la première. Les Rufisquois se créent des occasions franches, mais la défense du Casa Sport est bien en place. Les Ziguinchorois procèdent par des contres et à la 74e minute, il a fallu une double parade du portier rufisquois pour sauver les meubles. Le Casa Sport gagne le match par 1-0. En première période, Teungueth FC a démontré plus de détermination. Quand on se bat pour maintenir un score et quand on sent que l'adversaire est sur moi, je crois que c'est pas évident d'être aussi lucide, mais quand même j'ai senti beaucoup d'efforts pour rester dans le match et gérer ce but. Voilà. Il y avait des petits problèmes tactiques défensifs qu'on devait régler. On ne les a pas beaucoup réglés. Mais en deuxième mi-temps, quand même, ça a été autre chose. Mais il reste encore un autre championnat. Ce sont les matchs retour. Et certainement, on verra s'il peut y avoir un autre que Teungueth FC. Avec cette victoire, le Casa Sport reste invincible à domicile. De quoi bien aborder la deuxième partie du championnat, qui s'annonce très difficile. Du basket, l'ASC Ville de Dakar a remporté le match qui l'opposait au Dakar Université Club 63-53. Une rencontre comptant pour le 4e tour des playoffs en National 1 féminin. Notre reporter a suivi ce derby dakarois, Fatoumata Savané. Elles ont été plus fortes, plus percutantes et surtout plus adroites. Les Dakaroises ont remporté ce derby face aux Duchesses 63-53. Un match que les filles de la capitale ont tenu dès les premiers instants. 11-0 après 3 minutes de jeu. Ramata Daou, auteur de 22 points dans cette rencontre, a été décisive et les Dakaroises ont assuré le premier quart-temps 24-7. Les Duchesses vont revenir dans la rencontre avec Mam Jojo comme meneuse. Les filles de Morika Fall vont réussir après 5 minutes de jeu dans le 3e quart-temps. Le Duc mène 40-35. L'équipe de Moustapha Gaye ne se laissera pas démonter par le Dakar Université Club. Avec de la rapidité, de l'adresse et beaucoup de détermination, les filles de la ville de Dakar vont s'imposer. Score final 63-53, un résultat qui rend fier le coach. Vraiment, les joueuses ont été bonnes. La première satisfaction, c'est d'avoir gagné le but pour la première fois. Première victoire de la ville de Dakar. Pour montrer aux joueuses que c'est possible. Le Dakar Université Club reste champion du Sénégal. Cette défaite étant devenue les faits. On est champion, on est toujours champion. Il n'y a absolument rien sur le match qu'on devait jouer. Tant pression, la pression
étaient du camp de l'AS de Dakar qui a envolé. Mais malheureusement, on les félicite parce qu'ils ont gagné le match. Le match retour du 4e tour des playoffs en National 1 féminin sera l'occasion pour le Duc de confirmer son rang de leader. Pour l'instant, l'ASC Ville de Dakar est première au classement général. Elle devance le Duc d'1 point. La rubrique découverte se met au temps du carême. Ce dimanche est célébré le pèlerinage diocésain de Mont-Roland. C'est le deuxième plus grand pèlerinage au Sénégal après celui de Popenguine. L'occasion pour nous de vous faire découvrir la grotte de Mont-Roland et la colline qui abrite le sanctuaire marial. La rubrique découverte est signée Koumba Diakhatemar. Du haut d'une colline, la grotte de Mont-Roland surplombe les 18 villages de la commune. Mont-Roland doit son nom à ses similitudes de relief avec le Mont-Roland de France. Monseigneur Magloire Barthé est venu comme vicaire apostolique de la Sénégambie. Quand il est venu au Sénégal, il a fait une tournée dans tout le Nout. Et cette tournée s'est terminée sur cette colline. L'emplacement même de l'oratoire qui est derrière nous là, ils ont construit la première chapelle, donc la première chapelle de Mont-Roland. C'était le 18 Le 18 septembre 1893. 56 ans après la construction de cette chapelle et le choix de la colline, la grotte a été implantée au sommet. La statue est venue en 1893. De 1893 à 1949, c'était sur un pied métallique. C'est le père Pouget, celui qui a amené l'école, c'est lui qui l'a enrobé d'un manteau de latérite pour rappeler celle de la Vierge jurassienne. C'est ce manteau de latérite que Monseigneur Jacques Sarr a rénové en 1989, c'est ce que nous voyons actuellement. C'est lui, le maître des lieux, abbé Augustin Tchaoua, et le curé de la paroisse Notre-Dame de l'Assomption. Il nous mène sur les pas des pères missionnaires qui ont découvert la colline. Nous sommes ici sur la colline qui abrite le sanctuaire diocésain marial. Une colline qui a été découverte dans les années 1893 par les pères missionnaires. Chaque année, nous nous retrouvons ici sur cette colline pour célébrer notre pèlerinage diocésain dédié à la Vierge Marie. Et ce pèlerinage est célébré le premier dimanche de carême. Nous avons l'autel, le baldaquin, quelques bancs et les pèlerins viennent généreusement s'asseoir sur des nattes. Le sanctuaire diocésain marial de Mont-Roland s'étend sur un domaine de 22 hectares dans l'ancien Cayor. Un domaine qui a été acquis en 1893, signé par les pères qui étaient là, avec Demba Warsal, qui était chargé de la province du Cayor. Nous avons déjà les manuscrits dans nos archives, mais qui a été renouvelé par une attribution de la commune de Mont-Roland. Faire de ce lieu un point de prière, de repos et de convergence de toute la communauté catholique reste le vœu le plus cher des diocésains, sans oublier de prier encore pour la réhabilitation de leur église qui est dans un état de dégradation avancée. La rubrique découverte à Mont-Roland, c'était avec Koumba Diakhatemar. Dernier élément de cette édition, c'est la tournée économique du chef de l'État qui est en ce moment à Saint-Louis. Saint-Louis où nous allons tout de suite retrouver Ibrahima Diédhiou. Bonsoir. Bonsoir, cher Traoré. Alors Ibrahima, je le disais, le chef de l'État est actuellement à Saint-Louis donc pour sa tournée économique. Comment les choses se passent là-bas? Alors justement, le président de la République est arrivé à Saint-Louis juste vers 19h où il est parti pour aller à Goromat justement pour inaugurer cette usine de transformation de produits halieutiques. Vous allez le voir à travers ces images. L'entrée du président Macky Sall à Saint-Louis après donc à l'étape de Louga. Il est venu communier avec les populations qui l'ont accueilli comme il se doit pour cette tournée économique ici dans la région nord. Saint-Louis, voici le pont Faidherbe
avec des jeunes qui se sont mobilisés pour l'accompagner tout au long de son trajet, ce parcours qui l'a mené à Goroumatch, à ce quartier qui abrite cette usine de transformation de produits halieutiques. 350 millions de francs CFA qui ont été injectés pour permettre aux femmes justement qui exercent cette activité de pouvoir le faire dans de bonnes conditions, et c'est tout cela qui a été justement salué par les populations qui l'ont accompagné tout au long de ce trajet. Le président Macky Sall donc avec tout le cortège qui l'accompagne. Saint-Louis, la ville tricentenaire qui brille au rythme de cette tournée économique du président Macky Sall, et c'est tout à fait à l'honneur de leur hôte qui vient encore une fois manifester sa volonté de faire de toutes les régions du Sénégal des régions à vocation économique, avec justement des projets à fort impact social. Et il faut dire que le président de la République a entamé sa tournée économique dans le nord du Sénégal avec Louga, dans la sobriété à cause du deuil qui frappe la famille omarienne. À Louga, première étape, le président de la République a mis en veilleuse justement toutes les activités festives pour aller présenter ses condoléances au khalife Thierno Bachir Muntaga Dahatal qui vient de perdre son frère Thierno Seydou Nourou Muntaga Dahatal. Nous allons voir tout ça dans ce reportage de Oumar Nying. Le chef de l'État mesure ainsi le caractère douloureux de cette circonstance, raison pour laquelle il a lancé dans la sobriété la tournée à Louga avant de venir présenter ses condoléances et celles de la nation au khalife Thierno Bachir qui vient de perdre son frère Thierno Seydou Nourou Muntaga Dahatal. Après avoir fait un témoignage sur l'illustre disparu, le président Macky Sall a rappelé les liens forts qu'il entretient avec la famille et le khalife lui-même, dont il a loué la posture. Lui qui œuvre inlassablement pour la paix et la concorde au Sénégal. Très touché par le geste du président de la République, le khalife a remercié le chef de l'État. Mettre en veilleuse toutes les activités festives qui entourent la tournée en raison du deuil, c'est immense, dixit Thierno Bachir. L'acte vaut plus que des milliards. Le khalife exprime ainsi toute sa reconnaissance au président Macky Sall, non sans magnifier ses actions de tous les jours à l'endroit des familles religieuses du pays. Jamais un chef d'État n'a eu autant d'attention envers nous religieux. Ce témoignage, Thierno Bachir le fait au nom de tous les foyers religieux du pays. À la fin de la cérémonie, des prières ont été dites pour qu'Allah accueille Thierno Seydou Nourou Muntaga au paradis. Alors, nous allons parler à présent du lancement de la phase 3 du volet hydraulique du PUDC. Il s'agit de construire 250 forages et 181 châteaux d'eau. Le lancement a eu lieu à Goufat, justement dans la région de Louga. Et un projet qui vient répondre à ce besoin vital des populations de ces zones rurales. Délai d'exécution, 16 mois. Voici le reportage d'Aboubakri Khan. Première étape de cette tournée économique à Louga. Mais en raison du deuil qui frappe la famille omarienne, le président de la République a demandé la suspension de toute activité festive et de mobilisation à Louga. Au cœur du Ndiambour, à environ 25 km de Louga sur la route de Potou, sur 3 km de pistes sablonneuses et sinueuses des dunes de Niaï, les difficultés d'accès à la commune de Léona témoignent de la pertinence du PUDC. À Goufat, le président de la République est venu lancer les travaux de la phase 3 du volet hydraulique du programme d'urgence de développement communautaire. Un programme majeur qui, en moins de 2 ans, a permis la réalisation de 210 forages et 13 stations de pompage desservant 50 localités. Le PUDC a ainsi assuré l'alimentation en eau potable à plus de 700 000 personnes. Au vu des résultats probants
Nous détenons avec le PUDC un modèle performant de promotion du monde rural, indispensable à la quête d'émergence. Avec le démarrage de la 3e phase du volet hydraulique du PUDC, l'objectif poursuivi est de consolider les acquis par la satisfaction des besoins en eau de plus de 500 000 personnes supplémentaires. Dans cette politique d'amélioration de l'accès à l'eau potable des populations rurales, il s'agit dans un délai de 16 mois d'exécuter 251 forages, dont 70 réhabilitations, 181 châteaux d'eau, 900 bornes fontaines et 803 km de linéaires de réseaux d'approvisionnement en eau potable. Ce projet de forage multi-village relève d'une partie importante du plan d'urgence du développement communautaire initié par son Excellence Monsieur le Président Macky Sall. Les départements concernés de nos deux parties ont œuvré en commun à la concrétiser et ont réussi à terminer tous les préparatifs de ce projet en moins de 6 mois. Cela montre de nouveau le haut niveau des relations sino-sénégalaises ainsi que le pragmatisme et l'efficacité de la coopération mutuelle bénéfique et amicale entre nos deux pays. Ces travaux de grande envergure, financés à hauteur de 60 milliards de francs CFA par la Chine, constituent une réponse concrète aux besoins vitaux des populations, particulièrement dans les zones rurales les plus défavorisées et les plus éloignées, qui d'ailleurs, il faut le rappeler, ont souvent été abandonnés, voire délaissés. À travers le PUDC, le président Macky Sall veut répondre avec efficacité aux besoins vitaux des territoires dans un souci d'équité et de justice sociale. Au-delà du défi de la réalisation, il nous faut gagner le pari de la gouvernance du patrimoine de l'hydraulique en milieu rural. De toute évidence, l'envergure de ces investissements publics consentis commande la mise en place de mécanismes pertinents de gestion durable de ces infrastructures. L'OFOR est chargé, entre autres, de veiller à la maintenance et à l'entretien des forages. Cette phase 3 du PUDC va également desservir les habitants de 113 villages riverains du lac de Guiers, une façon de corriger l'injustice que vivaient ces populations. Alors l'hydraulique rurale, justement, en Goufate, avec 60 milliards qui seront injectés pour justement ces ouvrages qui seront construits. Mais il y a également l'hydraulique urbaine avec le PEPAM et la SONES. Nous sommes avec le directeur général de la Société nationale des eaux du Sénégal, M. Charles Fall. Bonsoir. Bonsoir, M. Guédou. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors aujourd'hui, le président a inauguré justement ce château d'eau qui se trouve à Lébar, à l'entrée de Saint-Louis. Alors comment pouvez-vous nous présenter ce projet? Ça vous a coûté combien? Et quel est l'impact justement de cet ouvrage pour les populations bénéficiaires? Merci M. Guédou. Ce château d'eau d'une capacité de 1500 m3 que son Excellence M. le Président de la République vient d'inaugurer sur le site de Lébar n'est que la partie visible de l'iceberg. Comme vous le savez, l'alimentation au nord de Saint-Louis, c'est à partir d'une prise d'eau qui est au niveau de Bango. Bango, où nous avons également dans le cadre de ce projet PEPAM renouvelé quasiment les 3 pompes qui refoulent vers la station de Khor. À côté de ces 3 pompes, nous avons également mis en place une pompe de secours pour en cas de dysfonctionnement et qui refoule l'eau jusqu'à la station de Khor, que nous avons réhabilité. Une station qui date des années 80, qui avait une capacité installée à peu près de 15 000 m3 par jour. Ces 15 000 m3 étant quasiment ne suffisant plus pour les besoins en alimentation en eau potable des populations de Saint-Louis. Saint-Louis
Saint-Louis qui est aussi une ville en très forte urbanisation. Nous avons vers le nord Ngalel, Beauvert, Boudouk, Sannar et j'en passe. Nous avons aussi de nouveaux quartiers dans Pikine qui s'est fortement agrandi et Pikine qui représente quand même, qui polarise à peu près 35% des populations de Saint-Louis. Guelumbam, Gandon, Khor, Yaher et j'en passe. Donc c'est ce qui a justifié l'extension de la capacité que nous avons portée à 25% complémentaire. Nous sommes passés de 15 000 à quasiment 19 000 pour nous retrouver avec une marge quand même de progrès et pour mieux alimenter la partie Pikine, la partie Gandiol, il y a la partie Gandiol-Toubé, la partie Gandon, une partie également de Fass. Nous avons construit un château d'eau d'une capacité de 1500 m3 sur une hauteur à peu près de 30 mètres pour arroser cette partie. L'ensemble ces infrastructures aujourd'hui ont un impact réel sur l'alimentation en eau potable des populations de ces quartiers que je viens de citer. Et aujourd'hui, l'eau est présente dans les domiciles 24 heures sur 24. Combien d'argent vous avez mis justement dans cet ouvrage? Un peu plus de 4 milliards de francs CFA. Alors est-ce qu'il y a d'autres perspectives pour la région de Saint-Louis dans le cadre du PEPAM? Justement, pour parler du PEPAM, comme vous le savez, le PEPAM est une réponse de son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour corriger ces disparités. Cette inéquité à l'accès à l'eau entre les populations des villes de Dakar et des autres régions de l'intérieur. À travers le PEPAM, nous avons également pu reproduire le même modèle dans les autres centres régionaux. Dakar, où grâce au PEPAM, nous avons fait une extension du réseau sur plus de 200 km pour permettre aux populations de Kounoun, de Tuaounpeul, de Taouferiakar, même également pour permettre de nouveaux quartiers tels que Batrin d'accéder à l'eau. En dehors de Dakar, nous avons également renforcé l'approvisionnement en eau du centre-ville, du plateau, grâce à la construction d'un grand château d'eau également d'une capacité de 1500 à peu près sur le site des Madeleines pour arroser le haut plateau, ça veut dire même qui impacte la ville de Gorée. Et dans la région nord, est-ce qu'il y a d'autres projets en vue? Dans la région nord, nous ne sommes pas arrêtés là parce que nous sommes engagés en train de travailler sur la construction d'une nouvelle usine à Saint-Louis qui aura à peu près une capacité de 12 000 m3 jour. Mais globalement, le PEPAM, ça a concerné toutes les régions du Sénégal, sans exception aucune. Ziguinchor, où la capacité de stockage a été multipliée quasiment par 3, ainsi que la capacité de production. Kaolack, où nous avons fait de châteaux d'eau jumeaux à Ngagne Alassane et Daro Rahmati. C'est justement ce qui explique aujourd'hui l'approvisionnement en eau correcte de Medina Bay, de toutes ces cités religieuses qui sont dans la ville de Kaolack, sans oublier ce que nous avons fait dans les autres régions du bassin arachidier, Koungheul et Fatigue. Et hormis l'amélioration de la capacité de production, nous sommes aujourd'hui en train de construire de nouvelles stations d'amélioration de la qualité de l'eau pour répondre justement à ces préoccupations des populations à travers cette station de défluorisation à Fatigue aujourd'hui en cours de construction, ainsi que celle de la déferrisation à Koungheul et d'autres régions telles que Thiès qui a toujours eu des problèmes d'approvisionnement en eau, où nous avons également édifié un grand château d'eau à grand standing, ainsi qu'une station de surpression que nous avons piquée sur la conduite du lac de Guerre, ce qui aujourd'hui explique le confort que les populations thiessoises ont, surtout dans les quartiers comme Mbour 1, Mbour 2, Mbour 4 et j'en passe. Aujourd'hui, ces programmes ont été dupliqués partout et je suis même tenté de dire qu'à côté du PUDC qui concerne le milieu rural, aujourd'hui le PUDC urbain, c'est le PEPAM et tout le PEPAM aujourd'hui a été mis en œuvre et mis en service au grand bénéfice des populations sénégalaises. Alors nous restons dans la région nord, nous allons à Matam et Podor. Est-ce que ces villes entrent justement dans ces projets
projet du PEPAM. Mais en effet, ces villes également ont bénéficié de ce que nous pouvons appeler cette politique de branchements sociaux et d'extension de réseau. Et au-delà, à côté du PEPAM, le gouvernement du Sénégal a réalisé des forages secours dans toutes les villes appelées monoforages, ça veut dire qui ne bénéficiaient d'un seul forage. Aujourd'hui, il n'y avait qu'un seul forage et nous sommes en train de réaliser un second forage de secours pour paraître à d'autres éventualités. Matam également bénéficie même en ce moment d'une politique de branchement social et hormis Matam, Bakel également dans la Falémé également a bénéficié des mêmes ouvrages que Saint-Louis, un forage et un château d'eau de 300 mètres cubes. Tambacounda, qui a également vu sa capacité de production fortement améliorée avec également ce grand château d'eau d'une capacité de 1200 mètres cubes qui est aujourd'hui construit au cœur de Tambacounda. Voilà, M. Diédhiou, à peu près en ramassé. Et ce programme global a coûté à l'État du Sénégal quelque chose comme 41 milliards de francs CFA. Avec vos partenaires sans doute, mais il y a un projet phare que tout le monde attend, c'est le dessalement de l'eau de mer qui devra se faire normalement à Dakar. Oui, le dessalement se fera à côté de la troisième usine de traitement d'eau de Koromarsar. Comme vous le savez, les besoins en alimentation, c'est Dakar pour à peu près 70%. Entre 2003 et 2011, la population de Dakar a été augmentée quasiment de 50%. Aujourd'hui, nous ne sommes pas loin à peu près de 4 millions d'habitants à Dakar et le triangle Dakar-Thiès-Petite-Côte, c'est 80% de nos besoins en eau potable. C'est justement ce qui justifie cet ambitieux programme de construction d'une troisième usine d'une capacité de 200 000 m3 parce que d'après les études que nous avons faites, d'ici à l'horizon 2035, si rien n'est fait, Dakar risque également de subir un très fort déficit en eau. C'est ce qui explique aujourd'hui cette ambition, qui justifie cette ambition de l'État du Sénégal à côté à sécuriser l'approvisionnement en eau d'ici jusqu'à l'horizon 2035. Mais surtout, cette politique de diversification de l'accès à l'eau, d'où le projet de dessalement sur le site d'Engamel, qui aura un coût de 137 milliards de francs CFA, entièrement mobilisé auprès de notre partenaire financier, la JUCA. Et à travers ce projet également, nous en profiterons pour renouveler tout le réseau de distribution de Dakar Plateau, réseau qui est établi à peu près sur 460 km et réseau au sein duquel aujourd'hui nous avons le plus fort taux de fuite, c'est-à-dire que nous avons un rendement de réseau à peu près de 83%, non, même de 77% sur le plateau, soit à peu près 27% de volume d'eau non facturé contre un peu moins de 20% dans les autres régions. Et le fait de renouveler ce réseau de distribution équivaut à peu près à construire une nouvelle usine à peu près de 42 000 m3 à Dakar. Et au-delà de son rôle de diversification, ça permettra également de mieux conforter cet équilibre que nous aurons entre les besoins en eau et en tout cas la capacité installée pour satisfaire les concitoyens 24 heures sur 24. Et ce sera pour quand le délai d'exécution de ce projet de dessalement? Nous sommes déjà dans la phase d'achèvement des études et s'il plaît au bon Dieu, d'ici à 2020, l'usine de dessalement sera mise en service un an après, soit un an après celle de KMS3 pour laquelle nous sommes en pleine procédure de passation des marchés. D'ailleurs, dans les jours à venir, les premiers lots de canalisation de Méré à Sébikotane seront attribués et Inch'Allah, comme s'y était engagé son Excellence, Monsieur le Président de la République, les travaux démarreront avant la fin de l'année 2017.
Merci Charles Fall, directeur général de la SONES. Vous allez rester avec nous pour voir justement quels sont les enjeux de cette usine de transformation. Il faut de l'eau partout pour faire son travail. Cette usine de transformation des produits halieutiques, c'est un enjeu de taille, des impacts économiques qui sont attendus. Et Sadio Roguey nous en parle. Au de ses couleurs et symboles, l'État comprend bien la langue de Barbarie avec tous les problèmes que vit cette partie de Saint-Louis. Ce sont les quartiers de Gokhombath, Santhiaba et Guet-Ndar. Ici, la pêche est l'activité de tous ou presque. Alors, quand l'État subventionne le coût de la machine, il y a forcément des traces dans les regards. Ce qui m'a marqué, le président nous a beaucoup aidé. La machine qui coûtait 1 250 000 ne coûte que maintenant 250 000 grâce à lui. Par exemple, nous avons 1 million de 250 000 pour moteur. La reconnaissance des pêcheurs envers l'État s'est aussi élargie à d'autres actions, ainsi qu'à la volonté de l'État d'ériger une digue de protection. La digue est une excellente chose. Tous les habitants de la langue de Barbarie reconnaissent son utilité. Pour autant, la langue de Barbarie sollicite encore l'appui de l'État, surtout concernant les solutions pour la brèche qui emporte tant de pêcheurs à Saint-Louis. Nous voulons une solution pour la brèche qui fait beaucoup de dégâts ici à Saint-Louis. En attendant de nouvelles actions, la langue de Barbarie continue à définir son quotidien autour d'un véritable esprit de la reconnaissance pour l'État. Alors la Flo à Gokhombath, sans doute, monsieur le directeur général, vous connaissez bien ces quartiers? Absolument, je pense que tout bon Saint, en tant que bon Saint-Louisien, je pense on ne peut pas ne pas entièrement connaître ces quartiers. En tout cas, quel le vieux quartier et au sein desquels nous n'avons pas de problème particulier. Alors pour les branchements sociaux, vous venez de lancer justement une politique. De quoi s'agit-il? Quels sont justement les objectifs visés à travers ce programme? Oui, en effet, conformément également aux engagements de son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui a l'ambition de booster l'accès à l'eau, qui a l'ambition également d'atteindre l'universalité en termes d'accès à l'eau. Aujourd'hui, le gouvernement a initié une politique encore à relancer, en tout cas du moins, cette politique de branchement social, de branchement sociaux du moins, en proposant à peu près un paquet de 35 000 branchements sociaux en faveur des couches vulnérables. Actuellement, ce programme est ouvert. Il est ouvert, il est exécuté par la SDE et tout demandeur de branchement, en tout cas, peut aller d'ores et déjà formuler une demande auprès de la SDE qui se chargera de l'exécuter et la facture sera prise en charge par le gouvernement du Sénégal à travers la SONES. Merci monsieur le directeur général de la SONES, Charles Fall, qui nous parlait entre autres des projets de Saint-Louis, avec notamment ce château d'eau qui a été inauguré aujourd'hui par le président Macky Sall, d'autres projets également en vue dans le cadre du PEPAM pour les autres 14 régions du Sénégal, avec une politique de branchement sociaux qui a démarré il y a quelques temps. Merci monsieur le directeur général. Alors cher Traoré, c'était notre invité et puis nous allons attendre d'un instant à l'autre que le président de la République rejoigne justement la gouvernance de Saint-Louis où il va passer la nuit avant la cérémonie de levée des couleurs prévue demain à partir de 8 h. À vous, cher. Merci. Vous nous en parlerez bien évidemment dans nos éditions de demain. Bonsoir à vous là-bas à Saint-Louis. Bonsoir également aux populations de Saint-Louis. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de nous avoir suivis. Passez d'excellents moments sur la RTS. Chirurgicale
Ce projet d'implant est possible grâce à un partenaire leader dans la fabrication d'accessoires auditifs. C'est un projet qui est soutenu par la société Medel, mais c'est un projet sénégalais pour la population sénégalaise et surtout pour les patients qui souffrent de surdité. Les surdités profondes sont généralement congénitales. Elles peuvent aussi être acquises tardivement à la suite d'infections de la sphère ORL. Dans tous les cas, il faut vite faire, si possible, l'intervention. Autrement, c'est le langage même qui est compromis. Celui qui n'entend pas, au bout d'un certain moment, ne pourra pas parler. Le mieux, c'est de pouvoir réaliser ces implantations le plus tôt possible. Dans les pays développés, on peut déjà implanter à l'âge de 6 mois. L'ensemble se compose d'un processeur audio accroché au pavillon de l'oreille, d'un émetteur à placer sous la peau et d'une électrode qui va exciter la cochlée. Cet implant va permettre de stimuler, avec des stimulations électriques, la cochlée. L'audition, c'est une stimulation d'une partie du cerveau. Quelques patients ont ainsi pu bénéficier d'une intervention d'un spécialiste sénégalais maîtrisant son art. Monsieur Tal a implanté déjà 2 patients hier et 1 aujourd'hui et j'ai pu le suivre, regarder, donner quelques petits conseils techniques. Je n'ai aucun doute pour la réussite de ce programme. L'expertise est là, mais les intrants coûtent cher. Pour rendre l'opération plus accessible, il est essentiel d'avoir des appuis. Que l'État puisse s'impliquer davantage, voilà, et toutes les bonnes volontés. Nous avons contacté plusieurs autorités, en particulier les autorités de santé publique. Nous avons eu à faire des démarches avec des sociétés, les assurances. Pendant très longtemps, les sourds profonds étaient plongés dans un univers de lourd silence. Aujourd'hui, l'espoir de recouvrer l'ouïe perdu ou d'entendre pour la première fois est permis. Mais il faudra une conjugaison d'initiatives et d'efforts pour faire grand bien et grand bruit au creux d'oreilles dures. Le ministre de la Culture et de la Communication poursuit ses visites des sites et monuments historiques en phase de réhabilitation. Mbagnick Ndiaye s'est ainsi rendu à Djilor et à Joal pour constater les travaux de restauration des maisons natales du président Senghor. À cette occasion, il a exprimé sa satisfaction sur le bon déroulement des travaux. C'est un récit de Dahaba. Le ministre de la Culture sur les sites du royaume d'enfance du défunt poète président Léopold Sédar Senghor. D'abord, à côté de la mer, l'une de ses maisons natales, sise à Djilor. Devenu musée, l'État est en train de réhabiliter le site et les travaux sont à un niveau d'exécution satisfaisant. Nous avons été très surpris de tout ce qui s'est fait et ce qui s'est fait en bien. Ça suppose que la maison va être tapée à neuf. L'entreprise a promis de terminer les travaux avant la fin du mois de mars. Nous attendons ce rendez-vous puisque nous souhaitons déjà dès le mois d'avril avoir quelques activités culturelles. Autre endroit. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous du 20h. Voici les titres. La tournée économique du chef de l'État, le président Macky Sall, est en ce moment même à Saint-Louis où il va procéder à l'inauguration d'importants ouvrages. Le chef d'État donc qui a eu un accueil chaleureux, le coup double du Sénégal à la CAN U20 en Zambie. Les Lionceaux ont battu le Cameroun 2-0. Ils se qualifient pour les demi-finales de la compétition, obtiennent leur ticket pour la Coupe du Monde prévue en Corée. La belle moisson du Sénégal au FESPACO, nos cinéastes ont raflé 6 prix en tout au plus grand rendez-vous africain du cinéma et de la télévision. Parmi ces récompenses, les talons d'or remportés par Alain Gomis pour son film Félicité. La rubrique découverte sur la grotte de Mont-Roland et la colline qui abrite le sanctuaire marial. Le prétexte, la célébration ce dimanche du pèlerinage diocésain de Mont-Roland. C'est le plus important après celui de Poponguil. Le ministre Seydou Gueye était ce dimanche l'invité de l'émission Point de vue. Et selon le porte-parole du gouvernement, la tournée économique est un mode de gouvernance fait de proximité, un moment de contact entre le président Macky Sall et les populations qui contribuent de façon significative au développement de notre pays. Nous l'écoutons. Le président Macky Sall a inauguré, dès son arrivée, un cycle de proximité à travers les conseils délocalisés. Qui ont permis au Sénégal d'avoir au moins un acquis fondamental, une sorte de programmation, un cadre référentiel des priorités de développement par région.
Et ceci est venu donner corps, en plus, au-delà de la communalisation intégrale, est venu donner corps à l'acte 3 de la décentralisation. Donc ce mode de gouvernance fait de proximité, fait de préoccupation des citoyens auxquels il faut apporter des réponses urgentes, justifie amplement le fait de ces tournées, puisque ce sont des moments de contact pour s'enquérir véritablement des situations et des points de progrès à travailler, mais c'est également une opportunité pour encourager tous ces anonymes qui contribuent à nous nourrir, c'est pour encourager tous ces Sénégalais qui ne voient pas la télévision, mais qui ont un rôle éminent dans le développement de notre pays. Voilà, c'était le ministre Thierno, le ministre Seydou Gueye, autant pour moi, qui était donc l'invité de l'émission Point de vue ce dimanche, ce samedi à Saly, des journées d'échange entre le ministre de la formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'artisanat et les chefs d'établissement public de la formation professionnelle et technique. Cette rencontre de 2 jours a permis aux acteurs de répertorier les difficultés et de proposer des solutions pour des formations plus abouties au Sénégal. Thierno Diallo. Réunie durant 48 heures, la famille administrative en charge de la formation professionnelle et technique a échangé sur les acquis et les freins liés à la gouvernance et à la gestion du secteur. Ces échanges ont pour ambition d'impulser un système de formation professionnelle et technique efficace, efficient et accessible à tous. Pour atteindre ces objectifs, vous avez engagé des débats fructueux autour d'un diagnostic préalablement établi. Premièrement, le pilotage et la gestion administrative des structures de la formation professionnelle. Deuxièmement, le financement de nos établissements de la formation professionnelle. Troisièmement, les curricula de formation et l'organisation de toutes nos certifications. Et enfin, l'appui à l'insertion des formés et le développement du partenariat. Le ministre de la formation professionnelle a aussi rencontré les inspecteurs d'académie. Ces derniers ont exprimé leurs difficultés sur le terrain et ont promis de s'impliquer davantage dans la formation professionnelle technique. On nous a fixé des objectifs extrêmement importants. Vous savez qu'après le cycle fondamental, nous visons à l'horizon 2025 30% de ces sortants qu'ils soient maintenant orientés à la formation professionnelle et technique. Aujourd'hui, il y a des options politiques fortes. Et le ministre a rassemblé les inspecteurs d'académie pour décliner la vision, la partager et s'engager à une bonne appropriation de cette politique pour faciliter la mise en œuvre. Pour 2017, le déficit en formateurs sera qu'un vieux souvenir. Dire que cette année, on est en train également de recruter plus de 130 formateurs nouveaux et qu'on va orienter vers les matières sciences et techniques. À l'issue des échanges fructueux, le ministre de la formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'artisanat a promis de faire de ses contributions un traitement approprié dans la mise en place de la nouvelle politique de formation professionnelle et technique. La journée africaine de l'alimentation scolaire a été célébrée jeudi. C'était à Makayop dans le département de Koungheul. Le thème choisi, pérenniser les cantines scolaires à travers le renforcement de la production locale, un investissement sûr pour promouvoir l'éducation des enfants et l'emploi des jeunes. C'est un reportage signé Massamba Thian. D'abord l'exécution de l'hymne national pour marquer la solennité de l'événement, puis cette prestation théâtrale des élèves de Makayop qui présente bien l'option des bons d'achat. Une expérience qui semble susciter un engouement total chez les commerçants. Cette approche s'inscrit en droite ligne de la politique du gouvernement du Sénégal pour promouvoir les productions agricoles locales. Elle offre en même temps aux jeunes et aux femmes de la localité des Champs. Autre maison familiale de Senghor, c'est à Joal, le même scénario. Aux travaux de restauration s'ajoutent d'autres aménagements. Nous souhaitons que cette maison paternelle soit traitée comme un bijou pour nous les Sénégalais. Ensuite, en tant que maire, bien sûr, nous avons la chance d'avoir la maison paternelle de Senghor dans notre commune. C'est pour nous un symbole et en prendre soin est pour nous un premier devoir
nous n'en avions pas eu la possibilité financière, nous sommes satisfaits et reconnaissants à l'État d'avoir entrepris cette réflexion, aussi bien à Joal qu'à Djilor. Le ministre de la Culture, avant de quitter la zone, s'est rendu à Fayal, où se trouve le plus vieux baobab de l'Afrique de l'Ouest. L'arbre ne laisse pas indifférents les touristes. Cette initiative est née de la célébration du 14e anniversaire du décès du président Léopold Sédar Senghor le 20 décembre 2015. À l'occasion de cette célébration, M. le ministre est passé ici, a visité le baobab et avait promis d'intervenir. Aujourd'hui, on voit que cette promesse a été tenue. Au-delà même de toute espérance, parce qu'on ne pensait pas que vraiment l'investissement serait, disons, aussi important que cela. L'un dans l'autre, le chef de l'État a raison de dire que nous devons réfectionner et conserver notre patrimoine historique classé. Je crois que c'est des symboles de la vie du pays, de la vie du Sénégal. Et je crois qu'il faut que nous les conservions, il faut que nous les mettions à neuf pour que véritablement ça puisse être visité à la fois par les jeunes, mais les touristes, mais également par la population sénégalaise. Les populations de Joal ont toutes apprécié ces travaux de réhabilitation des sites et monuments historiques de Joal. Le ministre de la Culture a également promis à ces dernières la livraison des travaux dans les meilleurs délais. La belle moisson du Sénégal à la 25e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou. Le Sénégal glane en tout 6 prix, dont l'étalon d'or attribué à Alain Gomis pour son film Félicité. C'est son 2e étalon d'or. Le premier prix en documentaire est allé à Ousmane William Mbaye et le premier prix en série télé à Lahadouane, envoyés spéciaux à Ouagadougou, Oumindour et El Haj Malick. En remportant 6 prix, les représentants du Sénégal ont survolé la cérémonie de clôture de la 25e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, avec comme point d'orgue un 2e étalon d'or de Yenenga pour Alain Gomis. Le film, il nous a fait atteindre dans la salle le stade que Spinoza appellerait le stade de la félicité. Félicité ou l'histoire touchante d'une chanteuse de cabaret à Kinshasa qui doit trouver de l'argent en urgence pour les soins de son fils victime d'un accident. De s'insérer dans l'économie locale grâce à l'utilisation de la modalité bon d'achat alimentaire par les écoles. Les programmes d'alimentation scolaire liés à la production agricole favorisent le développement de l'agriculture locale car ils représentent une demande stable et prévisible des vivres permettant la création des marchés de produits agricoles, profitables aux petits exploitants et favorisant un développement économique local durable. Au niveau de cette cantine, on a une mise en cohérence de la vision du chef de l'État, le président Macky Sall, pour le développement. Parce que nous avons développé ici le concept de bon d'achat qui permet à l'école de recevoir des bons du programme alimentaire mondial et de convertir ces bons en denrées locales, notamment par le riz local, auprès de commerçants de la localité, ce qui accroît l'économie de la localité. À Makayob et dans les villages environnants, la cantine scolaire a enrôlé plus de 300 élèves. Les repas distribués à l'école ont considérablement amélioré les conditions d'enseignement-apprentissage et ont soulagé les parents d'élèves. On vient à l'heure, on descend à 1h et on prend le repas. Vraiment, la cantine est très importante pour nous. Depuis que la cantine est là, nous avons de beaux résultats. Ça nous a permis de pouvoir garder les enfants ici, de faire les cours les lundis soirs, mercredi soir et vendredi soir. L'année dernière, en classe de CM2, on a eu, je pense, 98% de réussite. baax na ci borom kër yi torop ndax tey boo waroon a sóor ñetti kilo ca kër ga bu ñëwee fii pour togg benn kilo ngay sóor buñ añee fii ba suur buñ demee kër ga soxlaatuñ lekk. Le gouvernement du Sénégal, en partenariat avec le programme alimentaire mondial PAM, sert 2 déjeuners et 3 petits déjeuners hebdomadaires durant l'année scolaire à plus de 210 000 élèves répartis dans 200 établissements scolaires. Cela garantit aux bénéficiaires l'accès à un repas nutritif et équilibré avec des produits locaux et le renforcement des compétences et des bonnes pratiques en matière de nutrition, de santé et d'hygiène.
Massamba Thian, parlons de lui, un sens important pour bien se situer dans son environnement. Malheureusement, de nombreuses personnes souffrent d'une déficience auditive. Certaines d'entre elles présentent une surdité profonde avec de graves conséquences sur le langage. Et dans de tels cas, seule la pose d'implants permet de surmonter le handicap. L'hôpital de Fann offre aujourd'hui la possibilité de subir l'opération au Sénégal. Et c'est grâce à un partenariat avec une firme internationale. Omar Diaw. Le service ORL du Centre national hospitalier universitaire de Fann s'attaque à fond aux surdités profondes par la pose d'implants cochléaires. Jusqu'à une date très récente, une telle opération exigeait l'évacuation vers d'autres pays. Il est parfaitement possible d'éviter des évacuations sanitaires coûteuses. Il est possible, effectivement, sur le sol national, de faire ce genre d'intervention avec des équipements minimes. Peut-être qu'il faut améliorer. Poser un implant auditif dans l'oreille interne nécessite une grande dextérité.